C'est parti. Donc aujourd'hui, on est avec Laurent Paillet, ostéopathe dans le monde du tir à l'arc notamment. Et on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça pour le groupe Ostéopathie et Sport de Facebook et la chaîne YouTube. Donc déjà, Laurent, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu? Bonjour à tous et à toutes. Ça, mon nom, tu l'as dit. D'abord, alors on va faire une petite présentation. J'ai 47 ans, ça j'ai le droit de le dire encore. À partir de 50, je dirais plus. Euh, J'aime bien dire que j'ai un passé personnel assez compliqué, ou en tout cas au niveau santé et au niveau médical. Ça fait que j'ai été d'abord, avant de devenir praticien, j'ai été patient en fait, globalement, je pense, dès peut-être mon deuxième mois de vie, quelque chose comme ça. Je calcule un peu dans ma tête parce que je suis né grand préma, j'ai eu pas mal d'histoires, de problèmes orthopédiques, etc. Et j'ai été très tôt, en fait, entre les mains, moi, d'un kinésithérapeute. Quand je dis entre les mains, c'était tous les jours, même le dimanche, pendant des années. Et j'ai un passé, voilà, assez lourd avec plein d'histoires. Et l'histoire génère de l'expérience. Et c'est quelque chose qui, je pense, m'est resté. Et ce qui est très drôle, c'est que en tout cas, le kinésithérapeute qui m'a suivi pendant des années, j'ai à une époque travaillé avec lui. Voilà. Le jour où je lui ai dit que je voulais passer par cette formation-là, il m'a regardé, il m'a dit t'es fou, mais écoute, c'est ce que je veux faire. Donc moi, le corps humain, ça m'a très tôt, c'était pour moi quelque chose de passionnant. Et très tôt, j'avais déjà des petits bouquins d'anatomie. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Voilà, aujourd'hui, je me suis recentré sur des choses, mais ce passé, moi, il me sert bien parce que quelque part, des fois, les patients me disent, mais, on, mais vous connaissez bien ça, vous avez, bah oui, oui, je suis aussi passé par là. Voilà. Donc, je pense qu'il faut tirer leçon de tout ça. Après, voilà, ma formation, elle a été assez simple parce que je suis passé en 6 mois par médecine, mais j'ai vite compris que le peu de cliniques, de patients, de pathologie en première année, hein, une première année qui à l'époque, on doit être dans les années 97 si mes souvenirs sont bons, était une année à concours. Moi, j'ai pas été passionné du tout, donc j'ai pas bossé, donc ça a pas réussi. Donc je suis resté un semestre et ensuite, je suis allé uniquement aux cours qui m'intéressaient. J'ai dit je vais prendre ce qui est bon à prendre et puis ce qui m'intéresse pas, tant pis. J'ai fait une prépa, à l'époque c'était comme ça, c'était une école prépa pour rentrer en école de kiné. Voilà, j'ai préparé les concours des écoles parisiennes. J'ai eu le plaisir de faire ce qui s'appelait un grand chelem parce que sur cette école, je sais que j'avais eu les 7. Et puis je suis rentré dans l'assistance publique et j'ai fait mes études et puis voilà. Euh, Ensuite, j'ai vite exercé en fait en libéral parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Euh, et j'ai eu la chance de rencontrer en fait un confrère qui avait fait ses études d'ostéo. C'était chez Atman à Sophia Antipolis dans le sud de la France. Et voilà, moi j'étais déjà en région parisienne, là où j'exerce aujourd'hui. Et puis ce confrère en fait, donc il était kinésithérapeute et sur sa plaque d'ailleurs il y a marqué kinésithérapeute DO et pas DE. Et parce que c'était une époque où ostéopathe, fallait peut-être pas trop le dire, hein. Il y avait quand même des soucis avec les médecins avant que, avant que la loi Kouchner et les décrets soient promulgués et qu'on soit, officialisé, réglementé et reconnu dans le pays. Et très tôt, en fait, il y a eu une espèce de frustration parce que ce confrère me parlait de choses que je connaissais pas, me disait, me montrait des tests que je connaissais pas, des techniques que je connaissais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est où le souci? Et pourquoi lui a une boîte à outils que je n'ai pas? Donc je crois que dans l'année qui a suivi, je me suis inscrit à une formation de thérapie manuelle euh, avec voilà, c'était l'École nationale de kiné de Saint-Maurice. Et puis le prof de cette formation a été super. Il m'a dit, écoute,
tu devrais peut-être continuer. Et je lui dis, écoute, oui, moi j'ai l'impression de toucher du doigt quelque chose qui m'intéresse et je veux creuser plus loin. Il m'a conseillé une école sur l'Île-de-France et je le remercie pour ça d'ailleurs parce que je pense avoir choisi la bonne en tout cas à l'époque et je suis rentré donc au CETOM, c'était une école qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, qui formait les professionnels de santé, hein. C'était une formation en temps partiel réservée sur 6 ans, c'était à l'époque comme ça. Et j'ai fait au sein du CETOM mes 6 années d'études avec mes séminaires tous les mois, avec des examens, des clinicats, plein de choses pour avoir enfin, en 2005 exactement, mon DO. Et moi, c'était très clair dans ma tête, c'est-à-dire que DO, ça voulait dire exercer ça, ça veut dire faire ça et s'installer en tant qu'ostéopathe. Donc mon choix était, enfin dans ma tête, c'était de basculer. Ça me semblait évident. Donc j'ai très vite cherché un local, trouvé un local et installé. Et puis évidemment, je me suis pas trop éloigné de mon lieu d'exercice avant, hein, voilà. Et donc j'ai été connu déjà pour être au départ kiné et puis oui, étudiant ostéopathe et puis un jour ostéopathe. Et donc aujourd'hui, j'ai recentré mon activité et je suis devenu ostéo exclusif depuis, ça fait maintenant quelques années. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai décidé de faire la bascule et dire la kinésithérapie, voilà, je pratique plus, j'exerce plus. Euh, Par choix, vraiment, petit 1 par choix, petit 2 par souci enfin, par disponibilité. Et puis aussi enfin, pour moi, il n'y a pas de, j'avais pas de logique. Je pouvais pas voir, et j'ai tellement d'exemples en tête de patients qui venaient pour la kinésithérapie et se dire mais non, mais là, c'est pas possible, il faut que je les traite, faut que je les traite avec d'autres outils, une autre approche, Mm. pour se dire voilà, je veux me recentrer sur ça, c'est ça qui me parle. Voilà. Donc Ok. voilà, et c'est mon parcours. Alors après, j'ai fait d'autres choses, mais c'est l'essentiel. Et donc toi, tu pratiques plus la kinésithérapie maintenant, depuis ostéopathe exclusif, hein? Ouais, tout à fait. Mm. Alors j'essayais de me rappeler de la date parce que ça commence à dater un petit peu, mais ça doit. J'ai créé mon cabinet, c'est en 2006 et j'ai dû rester je crois, jusqu'en 2010 à peu près, avec un exercice. Alors non pas mixte, c'est-à-dire que pour moi, le cabinet c'était ostéo Mm. uniquement. Ma plaque, d'ailleurs, il n'y avait pas de plaque de kinésithérapeute, c'était même pas marqué. Un cabinet ostéo et un cabinet kiné, à deux Non, endroits. c'est-à-dire que en fait, j'ai conservé une petite activité à domicile de Ah, ok. kinésithérapie pendant quelques temps. Voilà. Et puis petit à petit, les domiciles, c'était des patients que je connaissais de longue date qui m'avaient demandé de continuer, avec qui il y avait une relation privilégiée quand même. Ouais. Et puis un qui disparaît malheureusement, paix à son âme, un autre, et puis petit à petit se dire bon, j'ai plus le temps. Le cabinet, heureusement, en ostéo se développait. Voilà. Donc à un moment, je dis voilà, je bascule. Alors je dirais qu'il y a eu en plus un truc qui m'a mis le pied à l'étrier, ça a été un gros litige avec l'ordre des kinésithérapeutes. Voilà. Mhm. Et là où à un moment j'ai dit écoutez, si c'est ça, je claque la porte. Et il fallait que ça pour que je le fasse. De Ouais. toute façon, c'était mon projet de départ, c'est clair. Ok, Voilà. c'était le déclencheur. Voilà, exactement. Ils ont posé des problèmes par rapport au fait que tu étais aussi ostéopathe? Tu pratiques. Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi, je leur disais, écoutez, j'ai une activité qui est minimaliste au niveau kinésithérapie, donc je vois pas pourquoi je paierais une cotisation ordinale normale Ouais, et pleine. Et pour eux, c'était ça ou rien. d'accord. Donc j'ai été le vilain à dire, bah, si c'est ça, je paye pas. Et puis jusqu'au jour où j'ai été contraint de le faire. Mhm. Dire, bon, puisque c'est ça, vous n'aurez plus, je Ouais. ne vous paierai plus rien. Mais moi, j'étais déjà à à l'UFOF, l'Union fédérale des Mhm. ostéopathes de France, qui est devenue ostéopathe de France aujourd'hui. Euh, et j'avais l'impression un petit peu d'être, voilà, de me faire racketter quelque Mhm. part. Non, c'est pas le bon mot, mais donc, Ouais. pour ça aussi. Mais de toute Et- façon, pour moi, c'était clair dans ma tête. Et en plus, je dirais que
Aujourd'hui, j'aime dire que j'ai 2 boulots, voire 2 boulots et demi, voire 3 boulots, ça dépend, des mois, ça dépend du temps, mais j'ai toujours été intéressé par la formation. Quand j'étais étudiant d'ailleurs, je donnais des cours particuliers, de maths à l'époque, et j'avais déjà mon tableau blanc avec mes feutres Velleda, et j'aimais bien, voilà, et j'avais ce plaisir de transmettre et de voir des élèves qui réussissent, qui passent de «je suis en échec, j'aime pas» à «j'y arrive, j'aime bien». Voilà, j'adorais ça quelque part. Mmh. Et donc l'enseignement pour moi, d'ailleurs, je me rappelle qu'en post-bac, c'était une question. C'était: «Est-ce que je vais pas devenir prof finalement?» Je Ah pense ouais. que ma petite maman y est pour quelque chose, puisqu'elle a été longtemps, professeure de français, et d'anglais, en cours particulier, et que ça m'a peut-être mis la puce à l'oreille. Et en fait, quand j'ai été diplômé, j'ai eu mon DO au CETOM, l'année qui suivait, c'est-à-dire immédiatement, il y a un monsieur, on est toujours collègues, on est toujours amis, je pense qu'on a plus même une relation presque, enfin, on se le dit souvent de frères. Un monsieur qui s'appelle Dominique Prin-Conti, Mmh. que je ne remercierai jamais assez, qui avait été mon directeur de mémoire et qui m'a dit: «Écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un pour bosser avec moi sur les mémoires, pour m'épauler, il y a trop de boulot, je veux que tu restes avec nous». Et donc en fait, j'ai eu tout de suite, on est en 2005-2006, j'ai eu tout de suite le pied sur l'étrier, et depuis, je n'ai pas quitté les murs, heu, du cet homme qui est devenu maintenant, l'Institut supérieur d'ostéopathie Paris, l'ISOP, qui est à Logne. Et je suis dans les murs depuis, longtemps. Je commence à être un ancien, et j'y fais pas mal de choses. Donc ça plus ça, voilà. Donc je dirais aujourd'hui, j'ai la chance. Pour moi, c'est une chance parce que c'est une vraie passion, d'exercer le métier d'ostéopathe, et je me fais plaisir, tous les jours. Pas toutes les heures de tous les jours, mais au moins tous les jours. De transmettre aussi, ça c'est vraiment aussi, quelque chose Mmh. qui me plaît énormément. Et puis, je pense que d'être au contact des étudiants, c'est aussi une vraie chance, parce que, ben, ils nous font avancer, ils nous apportent des choses qu'on n'aurait peut-être pas eues sous la main sinon. Voilà. Et puis cette activité, aussi auprès de la Fédération française de tir à l'arc, depuis pas mal d'années aussi. Donc avec tout ça, j'ai un planning Assez chargé. assez chargé, et j'ai un agenda où il faut des fois suivre quand même. Et donc, tu es maître, pour revenir à ta situation au CETOM, donc tu Ouais. t'occupes d'une maîtrise de mémoire et tu enseignes aussi encore la bioméca, non? Complètement. Alors j'enseigne la biomécanique en tout ce qui est physiologie articulaire, en tout cas, surtout aux premières années. Je fais des cours aussi, je vais profiter pour le citer, notre directeur, et fondateur, Patrick Guillaume, Mmh. cet homme ISOP, qui aujourd'hui a pris, sa retraite, de l'enseignement, qui ne fait plus que quelques post-gradués, mais bah, j'ai eu la lourde tâche, c'était pas une mince affaire, de reprendre sa suite sur des cours de synthèse clinique de posturologie, Ouais. auprès des 5e années. Et puis, je m'occupe beaucoup toujours avec mon camarade, Dominique Princonti, des mémoires. Voilà, donc ça c'est fabuleux parce que ça m'apporte, le brainstorming permanent, et puis en fait des sujets de mémoire et des choses que les étudiants font, des recherches de bibliographie, plein de choses sur des sujets, et ils nous apportent, j'en parlais l'autre jour à quelqu'un, ils nous apportent en fait, un énorme travail sur un plateau. Si on est un peu curieux et qu'on y a accès et qu'on les lit, moi j'apprends des choses chaque année, hein, et je découvre de nouvelles choses chaque année, voire même de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Donc ça me plaît. Puis je suis devenu, alors, j'ai pris en tout cas, je suis devenu coordinateur pédagogique, au sein de l'ISOP là, depuis septembre, de l'année dernière. Ce qui fait que j'ai un côté enseignement, mais aussi oui, je dirais, organisation un petit peu administratif aussi, avec des fonctions, voilà, Il te restait des créneaux dans l'agenda, tu t'es dit: «Allez, je vais rajouter». Ouais, alors j'ai vraiment maintenant, j'ai des jours
réservé. C'est-à-dire que Ouais. je suis au cabinet lundi, mercredi, vendredi. J'ai une super collaboratrice qui est là les 3 autres jours, qui est au cabinet aujourd'hui d'ailleurs. Et le mardi, le jeudi, c'est mes jours réservés pour l'ISOP, sauf cas exceptionnel où je peux être, par exemple, là j'ai été sur les clinicas il y a une dizaine de jours, j'y serai ce vendredi là aussi, pour les clinicas de rattrapage de ceux qui malheureusement n'ont pas validé. Mm. Et voilà, donc après, c'est un agenda et c'est aussi des fois Ouais. dire aux patients, bah, désolé, je suis pas là. Mm. Désolé, je suis pas là. La posturologie, qu'est-ce qui t'a amené à la posturologie? Parce que c'est quelque chose aussi, du coup, qui t'a une grosse orientation dans ton Ouais, parcours. Donc, bah, il y a complètement. Patrick Guillaume qui est quand même une figure de la posturologie, Voilà. voilà, déjà. Et comme tu as fait les études au CETOM, j'imagine que ça y est pour quelque chose. Ouais. Mais, et donc, dans ton intérêt personnel, c'est quelque chose qui t'a tout de suite intéressé, ça? Oui, parce que, alors d'abord, Patrick Guillaume, bon, nous on l'avait eu et on comprenait pas tout. C'était quelque chose des fois où on disait mais mince, c'est pas très clair. Bon, et c'était pas dans ses compétences, c'était des fois, je dirais, dans la façon de transmettre. Ou bon, je me rappelle une fois où j'avais été d'ailleurs, j'avais levé la main en disant est-ce que je peux aller au tableau et expliquer, parce que je voyais que mes camarades comprenaient pas un truc, moi j'avais compris. Donc j'étais un de ses élèves, hein, et donc je me lève, j'ai au tableau, je prends les feutres et je fais un tableau et j'explique et je dis voilà, c'était une histoire sur les rotations cervicales et sur les inclinaisons de tête, homo latéral, controlatéral, etc. Et j'explique, je fais un tableau et je dis voilà, si on supprime ça, il reste ça, ça plus ça égale ça. Et puis il m'a regardé et il m'a dit t'aurais pas pu le faire autrement, enfin t'aurais pas pu le dire avant. Voilà, Ouais. c'était ce côté-là. Bref. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a j'ai suivi un peu où j'ai eu, je dirais, des bribes pendant les études. Et puis ensuite, j'ai fait des postgradués avec lui. À l'époque, il y avait un niveau 1 et un niveau 2. Le niveau 2, aujourd'hui, se fait plus. Mais en tout cas, j'ai fait ça. Et puis pareil, bon, ça c'est bien, mais j'ai voulu creuser derrière. Donc d'abord, pas mal de lectures de différents auteurs français ou étrangers, hein, parce qu'il y a beaucoup en France, mais il y a aussi à l'étranger. J'ai eu un moment, j'étais rentré à l'association Posturologie Internationale, l'API, entre autres de Monsieur Villeneuve, entre autres, où il y a toujours Pierre-Marie Gaget, voilà, et des gens comme ça de renom quand même, hein, on ne peut pas passer à côté, je pense. Et puis aussi beaucoup de pratiques. Je pense que la posturologie clinique en cabinet doit être de la pratique régulière et de la compréhension et de l'analyse. Et puis toujours, je dirais toujours de la remise en question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je suis certain de, on pense que, on a des arguments pour, Mm. on voit aussi l'évolution d'un patient. Mais voilà, pour moi, ça a toujours été un outil, soit un outil diagnostique ou en tout cas un outil d'orientation, d'axe de traitement fabuleux. Je le dis souvent, je ne saurais pas, je pense, travailler sans ça aujourd'hui. Je ne dis pas que je m'en sers sur tous les jours et sur tous les patients, parce qu'il y a des patients Mm. pour qui la posturologie ne fonctionne pas, hein, entre autres, par exemple, une femme enceinte. Dès le tout début d'une grossesse, tous les tests sont faussés. Des enfants en bas âge, c'est compliqué. Voilà, il y a des patients pour qui bon, cette approche-là ne fonctionne pas. Puis quand vous avez un patient qui sur des tests posturaux est parfaitement normal, mais qui est en souffrance, il faut bien avoir d'autres outils. Il faut bien chercher ailleurs et par d'autres choses. Mais en tout cas, moi, ça me permet rapidement de me dire, est-ce que je vais commencer plutôt par quelque chose de montant qui vient du membre inférieur ou quelque chose de descendant qui vient de l'œil, ou est-ce qu'il y a une origine viscérale, ou est-ce que voilà, ou savoir tester, je sais pas, tester des semelles, des lunettes, une Mm. occlusion dentaire, des choses comme ça. Euh, pour moi, c'est un outil, voilà. Et c'est d'abord donc ça, je dirais en début de consultation, mais aussi en fin. C'est-à-dire que moi, j'aime bien me donner une note et je me replace des fois un petit peu à la place d'un étudiant.
Je me dis des fois, si ça avait été le jour de mon diplôme, combien je me serais mis comme note? Et la note, souvent, elle est quand je remets le patient debout sur ma plateforme. Je me suis créé enfin, je me suis créé pas une plateforme de force, hein, mais en fait une plateforme de positionnement standardisée au niveau des pieds, un écarteur de pied, on va dire, hein, pour faire simple, que je me suis construit avec ce que je voulais exactement. Alors les patients ça les fait rire parce que j'utilise des lasers pour les verticales de barré. Entre autres, je trouve ça très pratique. Mais c'est aussi pour moi me dire bon, le patient là, je le laisse, voilà, j'ai terminé une consulte, ça me va pas, je le laisse partir ou pas, et est-ce que je dois le revoir ou pas? Voilà. Pour moi, quelqu'un qui en fin de consulte, au niveau, enfin, j'avais une posture, et parfois alors il y a une excellente petite application qui se trouve sur smartphone, qui s'appelle, je crois, ACPP, mais ça, si des gens sont intéressés dans le groupe, je pourrais leur donner, Mhm. qui est fabuleuse. On peut prendre une photo, il y a un quadrillage immédiat sur la photo, et en fait, on a plein de choses qui apparaissent, tout ça, et c'est gratuit. Et je prends des photos de avant, après, pas chez tous mes patients, mais chez quelques-uns. Et en plus, on peut leur montrer. Tiens, vous voyez, vous Mhm. aviez ce déséquilibre postural. Mhm. Et en fait, c'est pas, enfin, la posturologie, elle n'est pas limitée au capteur, l'œil, les dents. Je vois souvent ça, hein, l'œil, les dents, le pied, et quoi d'autre? Mais non, mais quand il y a un problème viscéral, ça donne une conséquence sur la posture. Quand il y a un problème vertébral aussi, quand il y a un souci de genou, on voit le pied comme par exemple que la sole plantaire, le Mhm. capteur de pression qui est la sole plantaire. Mais une dysfonction de cheville, de gros orteils, va donner une adaptation posturale au-dessus. Et si on arrive à la détecter, on va pouvoir dire au patient, bah, écoutez, votre hallux valgus pose problème, parce que bah, vous évitez l'appui de votre membre inférieur, donc vous avez une construction au-dessus. Donc je peux comprendre pourquoi vous avez une dorsalgie actuellement ou une cervicalgie. Il va falloir qu'on refasse un peu le chemin inverse. Voilà. Et du coup, par rapport au tir à l'arc, qui est donc ton grand domaine, la posturologie, c'est particulièrement intéressant, j'imagine, vu que c'est un sport Complètement. très positionnel. Tout à fait. Tout à Mm. fait. Alors, je dirais qu'il y a deux aspects sur la posturo dans le tir à l'arc. Il y a d'abord le fait que c'est un sport debout, évidemment. C'est un sport de précision et de répétition, et d'action. Les gens imaginent, si on prend, il y a une énorme différence entre le tir à la carabine et le tir à l'arc, ou le tir à l'arbalète, mais on va prendre carabine, c'est beaucoup plus simple. C'est que la carabine, en fait, vous mettez la cartouche, vous l'armez, et vous avez le seul mouvement que vous avez à gérer, c'est le mouvement de votre index sur la queue de détente. Voilà. Le tir à l'arc, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un sport de visée. C'est pas enfin, mon arc est armé, je vais viser, puis au beau moment, je vais ouvrir les doigts. Non, c'est un sport d'action, puisque en fait, il faut tirer sur l'arc, il faut résister à la poussée de l'arc. Il y a un équilibre entre les forces de ce qu'on appelle le bloc avant et le bloc arrière, c'est-à-dire qu'il y a un côté où l'archer, je vais mettre un peu en position, si on imagine, en fait, va tirer sur son arc, il y a un côté où il va maintenir la pression de son arc. En fait, il y a un équilibre des forces qui doit se réaliser, mais qui est dans le mouvement, qui est donc un équilibre dynamique, même si on a l'impression parfois que le mouvement il est minime, il peut jouer à la fin sur quelques millimètres, et encore, quand je dis millimètres, les archers de haut niveau, c'est plutôt, Mm. c'est pas quelques millimètres, c'est un seul millimètre. Et donc il y a une grosse importance sur les appuis, sur l'équilibre des forces, sur la posture, sur les tonicités musculaires et voilà, l'équilibre musculaire global, qui est très très lié à la posturo. Je dirais que la posturo, c'est l'homme debout, mais pas que. Euh, je vais citer, enfin, je sais que un ostéopathe à qui j'ai fait des formations, quelqu'un de fabuleux, qui m'avait dit un jour, la posturo, vous, il n'y a que l'humain debout. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que quand vous avez un déséquilibre postural, vous avez, enfin, on retrouve des modifications au niveau des tonicités musculaires, aussi bien du rachis que des membres, et on les retrouve assis, et on les retrouve debout, et on les retrouve allongés. Et ça, je dirais qu'on tire à l'arc, quand en plus on peut parler à un archer, on dire voilà, tu as un déséquilibre postural.
où tu avais en début de consultation un déséquilibre postural qui te met en hypertonie sur ce système musculaire-là, qui fait que tu es plus fort devant, enfin, tu es plus fort derrière par exemple, mais tu perds de la force devant, donc tu dois avoir actuellement du mal à tenir ton arc, à bien prolonger le départ de la flèche en cible, etc. Et ça leur parle, c'est-à-dire qu'eux, ils se rendent compte, ils disent, bah oui, c'est ce que je ressens à l'entraînement. Donc, et je dirais que c'est le lien direct, c'est ce côté, oui, position debout, mais aussi fonctionnement et tonicité musculaire. Quand on a une hypotonie quelque part sur un groupe musculaire, pour l'archer, ça va être très vite une source de déséquilibre et de perturbation. C'est des gens qui s'entraînent, en tout cas pour le haut niveau français, qui s'entraînent en général 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir. Je parle que d'entraînement technique. Si on rajoute derrière l'entraînement physique, la musculation, etc., c'est encore plus. Donc on imagine avec les répétitions, à une époque, ils étaient, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui en tête, mais à une époque, ils étaient à environ 1500 flèches semaine, ce qui est énorme, énorme. Quand on fait un gros entraînement, déjà, si on fait 100 flèches à l'heure, c'est pas mal. Donc vous imaginez 1500 flèches semaine, ça voulait dire au moins du 15 heures d'entraînement, au moins sur la semaine. Mm. Voilà, donc c'est évident que là, il faut les suivre, et il faut les suivre aussi bien en préventif qu'en curatif, entre guillemets, quand il y a un souci. Et donc toi, comment tu as pu intégrer le monde du tir à l'arc comme tu l'as fait? Déjà, est-ce que toi, tu as une expérience personnelle du tir à l'arc? Oui, alors le hasard, le hasard. J'étais petit. Je pense que j'ai réfléchi l'autre jour, je devais avoir 12-13 ans et en fait, alors comme voilà, vous voyez qu'il y a un lien et que toute histoire perso, elle compte. Comme j'avais beaucoup de soucis, entre autres orthopédiques et autres, moi le sport, ça se résumait à presque rien. J'ai été un dispensé de sport quasiment toute ma vie. Où les rares fois où j'ai fait du sport, ça s'est mal terminé. Je pense à une fois où je suis reparti, qu'est-ce qu'on avait fait? Gymnastique, on fait une roulade, j'ai fait une roulade, une seule. Et luxation du coude, pan, allez, au revoir, et monsieur, vous ne viendrez plus au sport. Bon, donc le sport, j'avais pas beaucoup d'options et beaucoup d'opportunités. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire plein de choses. J'avais pas le droit, comme ça. Et puis un jour, donc on est en vacances, en famille, à la montagne, et puis tiens, un stand de tir à l'arc. Bon, puis ma petite maman me dit: «Est-ce que tu aimerais essayer?» «Oh bah oui», et j'ai essayé, et alors c'est vrai que j'ai accroché très vite. Et au départ, j'ai juste fait ça l'été quand on retournait à la montagne. C'était une petite semaine, voilà, un petit stage. Et puis le moniteur me dit, des fois, il faut des gens qui vous mettent la puce à l'oreille. Le moniteur me dit, Monsieur Chacha, Jean-Claude Chapouton, que j'ai revu il y a quelques années, qui était un gars génial, me dit: «Mais tu devrais peut-être continuer, tu as l'air d'aimer ça». Bah oui, c'est vrai, et j'ai trouvé un club, et j'ai commencé, j'ai commencé sérieusement vers l'âge de 15-16 ans, en fait. Jusqu'à être entraîné, par, heu, par quelqu'un de sérieux, prendre un niveau, je dirais, départemental, régional, limite championnat de France, limite. Et puis j'adorais ça, et j'ai fait très vite de la compétition, et en fait, depuis, j'ai un petit virus qui ne me quitte pas, donc je continue à pratiquer, comme je dis, à mon humble niveau. C'est-à-dire que voilà, c'est un sport où quand on s'entraîne, 1 fois par semaine, voire 2, quand c'est 3, c'est la fête, on maintient un niveau, mais on progresse plus vraiment. C'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, mais je pratique par plaisir, Mm. et alors c'est un petit peu, non, je ne vais pas dire que c'est comme ça, mais c'est un petit peu aussi grâce à ça que j'ai eu contact avec la fédération, française de tir à l'arc, puisqu'en fait, j'ai un très, très bon ami, voilà, de longue date, on se voit toujours, on s'est jamais quittés. On faisait des stages d'ailleurs de tir à l'arc ensemble, et on avait la chance d'être gauchers tous les 2, donc on se prêtait nos arcs. On disait: «Tiens, essaye le tien», voilà, on se prêtait notre matériel. Et ce super copain, un jour, on est en 2003, en fait, pour moi, c'est facile à se rappeler parce que c'était la fameuse canicule, d'août 2003. Ça avait été une année très, très difficile.
Et on est en 2003 et ce copain m'appelle et me dit: «Écoute, voilà, j'ai donné ton nom, enfin, j'ai donné ton numéro de téléphone à un monsieur qui, je peux le citer, hein, qui s'appelle Benoît Binon et qui était à l'époque entraîneur national, voilà, d'équipe de France de tir à l'arc, alors d'un groupe précis qui était le tir en campagne, parce qu'il y a plusieurs disciplines, donc il s'occupait d'une discipline avec un monsieur qui s'appelle Cédric Coquet qui aujourd'hui enfin, travaille avec la Fédération française de golf. Et donc, il m'appelle, enfin, en tout cas, il me dit: «Il va t'appeler parce qu'ils ont un souci, je sais pas, j'ai pas tout compris, mais il va t'appeler». Bon, donc, et ce monsieur, Benoît Mignon m'appelle et me dit: «Écoute, voilà, dans 15 jours ou dans 10 jours ou 15 jours, on a une grosse compétition qui est un championnat d'Europe, qui sera dans les Vosges, en France, et la personne qui devait venir avec nous en déplacement, heu, pour le staff médical, on va dire, bah, malheureusement nous plante, part en vacances, bref, peu importe les détails. Donc, nous, on est en difficulté parce qu'on a personne pour venir avec nous. Est-ce que tu serais disponible? Heu, à l'époque, je dis à ma collègue avec qui j'exerçais, j'ai dit: «Écoute, si je pars là une semaine, on a plein de rendez-vous, d'habitude on est 3 là, c'est les vacances, on est 2, ça va être compliqué, comment je vais faire? Enfin, comment tu vas faire?» et 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 pareil, elle me j'ai bien aimé sa réponse, je m'en souviens encore. Elle me dit: «Si tu y vas pas, je te parle plus». Voilà. Et donc j'ai rappelé, l'entraîneur et je lui ai dit: «Écoute, voilà, moi, je vais voir mes patients le lundi et le mardi matin, je prends la route le mardi midi, je peux être là mardi après-midi, heu et j'amène ma table, j'ai ce qu'il faut, et j'arrive». Je lui ai dit: «Écoute, banco, allons-y». Et donc ça a Excuse-moi, été ma ouais, je vais devoir te couper juste parce qu'on va être coupé par. on va changer de session. Ouais, OK. Exactement. On prend les autres codes, on se retrouve là-bas et tu continues ton histoire. À tout de suite! 15 Entre 15 et 18, archers. Parmi les meilleurs français, puisque voilà, on était sur un championnat d'Europe et il a fallu, s'adapter très vite et très vite, être au boulot. Je descendais à peine de la voiture qu'il fallait déjà commencer, heu et ça a été une semaine, donc c'était la canicule, il faisait hyper chaud. J'étais arrivé avec ma glacière et mes packs de froid et des choses comme ça. On a eu d'ailleurs, quelqu'un qui nous avait fait, pendant la nuit un gros souci, on pensait que c'était un coup de chaud et non, non, il avait chopé un virus malheureusement. Mais ce qui a été un début un peu intense parce que quand à 2 heures du matin, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte, s'il voit cette vidéo, il se rappellera et je pense on a un lien particulier depuis parce que, il arrive avec une couverture, enfin même c'est pas une couverture, c'était une couette autour de lui, puis il dit: «Laurent, tu aurais pas une couette à me prêter parce que j'ai froid?» Bah, «Écoute, si toi tu as froid, vu la température qu'il fait là, il y a un souci». Et ça s'est terminé avec les pompiers qui sont venus, qui voulaient l'évacuer, mais il a refusé parce que, bah, le lendemain matin, il était en quart de finale et qu'il a dit: «Écoutez, moi, c'est hors de question que vous m'envoyiez à l'hôpital parce que moi, demain, je dois être sur le pas de tir». Et donc le médecin, est venu, a rejoint les pompiers. Il m'a dit: «Ce monsieur-là», alors il restait plus grand-chose de la nuit, hein, il devait être déjà 4 heures du matin. Il dit: «D'abord, il dort avec vous, il reste avec vous et vous lui donnez du paracétamol à telle dose, toutes les 2 heures, et demain vous le surveillez, vous prenez sa température, vous le faites boire, vous lui redonnez du paracétamol» et cetera. Donc c'était, un espèce de baptême, qui a été et je dirais particulier. Toi, à ce Et moment-là, t'es kiné, t'es ostéopathe, tu fais pour la fédération? alors en fait, à l'époque, j'étais kinésithérapeute et j'étais étudiant ostéo. Voilà, D'accord. je devais être en 4e année d'ostéo puisqu'on est en 2003, Ok. voilà, et que j'ai eu mon DO en 2005. Et au départ, personne ne savait. En fait, je faisais du tir à l'arc d'ailleurs. Ce qui Ouais. était assez drôle, c'est que les archers sur la table me disaient: «Mais ah mais tu tires aussi?» Et moi, je voulais pas trop même en parler, mais en fait, très vite, ils se sont rendus compte que quand ils m'expliquaient des choses, quand j'utilisais des termes, je pouvais pas, voilà, ça se voyait. Et donc, ouais, j'ai commencé comme ça, jusqu'au jour où j'ai dit: «Bon, écoutez, voilà, vous savez de toute façon que moi, maintenant j'ai mon diplôme, d'ostéo
Et un jour, j'ai posé carte sur table en disant voilà, dorénavant, ma pratique, elle va être centrée sur ça. Et maintenant, je suis ostéopathe, je peux pas, je dirais, exercer autrement. Maintenant, il est clair que quand je pars, j'ai la chance de partir régulièrement, donc avec l'équipe de France en déplacement à l'étranger ou en France, hein, mais peu importe, mais sur des championnats du monde, des championnats d'Europe, des coupes du monde, des événements comme ça. Je dois pas être limité ni limitatif dans ma pratique. Si j'ai quelqu'un qui a des courbatures musculaires ou qui a besoin, j'aurais besoin d'un massage de récup, je suis tout seul. Donc, je ne peux pas leur dire, écoute, je suis désolé, mais je ne vais pas te masser. Aujourd'hui, au quotidien, je ne fais plus de massage, je ne fais plus de kinésithérapie en pratique de cabinet. Maintenant, quand je suis avec les athlètes, il est hors de question de leur dire, bah non, désolé, c'est plus mon boulot. Donc, ils savent très bien parce qu'on se connaît et puis de toute façon, même ceux que je ne connais pas, quand on part en déplacement, je me présente toujours. Ils savent très bien on a plutôt sur les compétitions un travail purement ostéo en pré-compétition, c'est-à-dire qu'on profite des quelques jours, on arrive souvent quelques jours un petit peu avant, on profite de ces jours-là pour être dans le bilan et le traitement et vraiment dire bon ok, tout est bon, nickel, tu peux y aller. Donc ça c'est vraiment très enfin, vraiment pour moi une pratique ostéo et posturo 100%. Pendant la compétition, évidemment, bah, après, faut choisir les bonnes techniques, hein, et mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour que bah, l'athlète puisse s'exprimer pleinement et puisse arriver sur le pas de tir à son meilleur niveau et si possible décrocher une médaille, hein. On est là pour ça, hein, c'est clair. Donc, du coup, mais tu n'es plus à l'ordre des kinés. Non. Mais pourtant, tu es donc du coup tu travailles, tu bosses à l'INSEP de temps en temps, du coup, j'imagine, tu es à l'INSEP. Tu es au Alors, sein de la fédération, alors qu'on sait que la fédération, des fois, avec les ostéos exclusifs, ça, c'est pas toujours facile dans les alors fédérations oui, françaises. c'est vrai que je pense que si aujourd'hui j'arrivais en tant qu'ostéopathe, ça serait peut-être, si je commençais aujourd'hui, ça serait peut-être différent. Ouais. Peut-être, je n'en suis pas certain parce que il y a quand même, en tout cas, pour la Fédération française de tir à l'arc, clairement, alors pour la petite histoire, l'entraîneur dont je vous parlais tout à l'heure, l'entraîneur national, monsieur Benoît Binon, aujourd'hui, il est directeur technique national, il est DTN. Donc, c'est quelqu'un du terrain qui est arrivé à la direction technique nationale, donc qui s'occupe du haut niveau, hein, voilà. Donc je pense il y a de l'expérience et l'historique qui fait Mm. ils savent que quelque part, faut quelqu'un. Les entraîneurs aussi, ils disent voilà, nous, il nous faut quelqu'un il nous faut un ostéo. De toute façon, Mm. le DTN aussi. Donc, alors, j'exerce pas moi sur l'INSEP. J'ai de la chance d'avoir mon cabinet qui est à 2 pas, vraiment. Il y en a certains qui viennent en vélo, Mm. des fois en voiture, mais en voiture, c'est pas très écologique. Je suis à Joinville-le-Pont, je suis vraiment pas loin. Je viens sur l'INSEP de temps en temps, entre autres pour des stages, quand il y a des regroupements ou des stages, j'y vais. Et je vais parfois passer la journée avec eux pour les voir les uns après les autres sur la journée. Où j'y vais aussi ponctuellement, ça c'est plus rare, mais pour voir des archers en action. Euh, j'ai j'ai besoin parfois de les voir tirer Mm. pour vraiment quelqu'un me dit voilà j'ai mal à l'épaule quand je tire bon ok à quel moment au cabinet ils peuvent me montrer mais l'idéal c'est d'être sur le pas de tir et en même temps Ouais. ça permet d'avoir un vrai retour avec l'entraîneur et d'en discuter tout de suite dire voilà Mm. écoute je pense que sa pathologie Et puisque de- bon les épaules dans le tir à l'arc c'est une des articulations les plus sollicitées les plus problématiques quand même. ouais. Ça te permet de voir la réalité vraiment du Exactement. patient dans sa pratique, dans son Exactement. environnement. Voilà. Ouais, Il n'y a pas mieux, quoi. exactement. Alors quand on est en compétition, on les voit aussi, mais on peut pas, je dirais, tourner Autour, autour. ouais, voilà. Mais quand c'est sur l'entraînement, et c'est Mm. vraiment intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. Tout à Et fait. voir le avant-après aussi, dire bon voilà, écoute, Mm.
douleur-là, bon, allez, on va le centre de tir à l'arc de l'INSEP, le centre Sébastien Flute, en hommage à Sébastien Flute, champion olympique à Barcelone en 1992. Voilà, est un centre fabuleux, est un super outil. Il y a une salle réservée avec une table électrique et sur lequel je peux venir du coup bosser quand nécessaire. Donc, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on me demande, est-ce que je travaille, je dirais sur l'INSEP. Enfin, je vais à l'INSEP, oui, c'est-à-dire que je passe par le filtre de sécurité, je donne ma carte d'identité, on me donne un pass et j'ai accès pour la journée. Mais je ne suis pas sur l'INSEP en permanence et je pense que ça reste aujourd'hui, si on parle ostéo exclusif, Oui. rentrer sur l'INSEP, je pense que ça reste encore très compliqué, Ouais. malheureusement. Mais bon, Mais c'est bien c'est comme la ça. réalité. Ça a l'air de bien fonctionner comme tu fais. Oui, Et tout à fait. ta relation avec les staffs, ça se passe avec le reste du staff médical, etc., avec les autres kinés et tout, du coup, ça se passe bien. Ça se passe bien et Bonne communication. alors on se voit à une époque, on faisait des réunions. Je pense que ça, c'est quelque chose d'ailleurs où j'ai des fois, pour moi, ça me manque. Pour moi, c'est bien de se voir, se dire on se voit une fois par an, par exemple, et ce serait l'idée de toujours faire avancer. Enfin, moi, j'ai toujours l'envie de rajouter quelque chose. J'ai besoin régulièrement de nouveaux matériels, de nouveaux outils, de nouvelles connaissances. Sinon, je m'ennuie quelque part. Et donc, j'aimerais bien que des fois, on se dise qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Mais sinon, ça se passe très bien. On a un médecin fédéral qui a un parcours, je dirais, qui a des compétences parce qu'il a été kinésithérapeute. Ensuite, il a repris ses études de médecine. Il est anesthésiste réanimateur. Il a un diplôme de kiné, donc kiné, médecin, anesthésiste réanimateur, ça commence à faire un joli bagage. Et c'est toujours intéressant de se voir et de discuter et de proposer des choses. Par exemple, quand je pars à l'étranger, ben, il est de permanence téléphonique 24/24. Donc, si jamais il y a un souci avec un archer, donc sachant que je suis tout seul, alors j'ai évidemment, je dirais, une valise d'intervention avec des choses indispensables. Hein, je sais pas, du tensio, du stéto, de l'oxymètre de pouls, pas mal de petits matériels, de choses comme ça. Une petite pharmacie aussi, voilà. Mais donc, s'il y a un souci, je sais que je peux appeler ce médecin et dire, écoute, voilà ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà, on peut sur le terrain être confronté à plein de choses, hein, à plein de choses. Aussi bien, je dirais, des problèmes gastro-intestinaux parce qu'on est dans un pays exotique comme au Mexique, par exemple. Voilà, quand vous avez un archer qui est, qui est pas bien, et de toute façon, c'est un tir par équipe, il faut qu'il soit dans l'équipe, et il faut qu'il donne le meilleur pour gagner, parce qu'on est, je sais pas, en finale ou en petite finale. Bon, bah, faut avoir ce qu'il faut sous la main pour qu'il soit pas malade derrière le pas de tir, quoi. Voilà. Et par rapport à tout ça, t'as fait des formations particulières ou t'as appris sur le tas? Alors j'ai fait des formations en plus, c'est-à-dire que entre autres à une époque, c'était l'association des kinés d'équipe de France qui proposait des formations. Voilà. Et puis sur le tas, et puis la discussion, et puis aussi l'expérience. C'est-à-dire que euh, une anecdote, c'est quand on part une année en Croatie, un endroit magnifique qui s'appelle les lacs de Plitvice, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est splendide. Je conseille à tout le monde d'y aller. Ce sont des lacs qui s'enchaînent en cascade les uns après les autres au milieu de la forêt, avec des zones qui sont interdites aux voitures, à tout ce qui est thermique, et pour certaines zones interdites à l'humain. Il n'y a que les entomologistes et les spécialistes de la nature et des insectes qui ont le droit d'y aller. Et justement, il y a un insecte qui s'appelle le moustique là-bas qui est redoutable. Donc, quand on part à Plitvice pour un championnat du monde de tir en campagne et qu'on a des archers qui se font piquer, mais dans tous les sens, partout, je pense à une athlète où
on a commencé à compter les piqûres dans son dos et on s'est arrêté à 200, on s'est arrêté. Voilà. La fois d'après, quand on repart dans un pays, quand on repart et qu'on sait qu'on va être à l'extérieur, parce qu'il y a de l'indoor en salle et puis il y a de l'extérieur aussi, et ben on emmène de l'anti-moustique. Voilà. La première année, on n'y pense pas. Et l'année suivante, on en a. Voilà. Et on se renseigne sur quels sont les bons anti-moustiques à avoir sur ces pays-là. Voilà. Donc, je dirais qu'on progresse et moi, ma sacoche d'intervention, elle a progressé aussi au fur et à mesure de ce qu'on rencontre. Voilà. Et puis les discussions avec les collègues, parce qu'on est, en tout cas sur le côté intervention sur les championnats, on se partage la tâche avec une consoeur qui est kiné-ostéo, il me semble sur Brie-contre-Robert dans 77 en tout cas, et puis je crois qu'il y a encore, il y a encore un kiné aussi. Et on se partage parce que sinon le nombre de déplacements sur la saison est vraiment important. Une idée, il y a que sur les seniors, il y a au moins, on doit être à au moins 6 déplacements sur une saison qui va on va dire de mai à septembre globalement. Voilà, donc c'est très très dense et des déplacements qui sont souvent assez lointains, puisque si on prend une Coupe du Monde, il y a 4 manches de Coupe du Monde aux 4 coins de la planète. Donc une année par exemple, c'était Mexique, c'était Shanghai, c'était peut-être la Turquie et Antalya, c'est on va dire Berlin. Voilà, donc vous pouvez très bien vous retrouver, aller aux États-Unis et après à Shanghai, et tout ça à peut-être 15 jours ou 3 semaines d'écart. Donc voilà pourquoi moi j'en fais une partie, mais pas tout, c'est pas possible. Sinon je ne serais pas beaucoup à la maison. Ok. On a fait le tour, je pense, à peu près. Est-ce que peut-être que les autres interventions qui sont là ont des questions à poser? Ils peuvent prendre le micro sans problème, surtout qu'on n'est pas nombreux. Plaisir. N'hésitez pas. Est-ce que j'ai posé toutes mes questions? Moi, je pense que oui. Tu as déjà parlé en plus justement de la spécificité un petit peu du tir à l'arc par rapport en tant que patient. Donc, t'as anticipé ma question là-dessus, c'est bien. Après, je parlais de l'épaule tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que pour moi, si on reprend le côté ostéopathique et posturaux et l'épaule de l'archer, même si voilà, il y a d'autres zones qui sont mises en contrainte, mais on sait d'ailleurs, si on interroge et qu'on fait des enquêtes, on sait qu'il y a des pathologies d'épaule, surtout si les archers de haut niveau. Tu peux écrire sur converser. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Oui. Donc je termine le côté tonicité musculaire et équilibre des tonicités musculaires sur le complexe de l'épaule, c'est hyper important. Attends, vas-y, finis, parce qu'il parlait, mais il n'a pas vu que tu étais encore en train de parler, je pense. Pas de souci. Oui, je disais que l'équilibre des tonicités sur la musculature de l'épaule, elle est capitale. Voilà, parmi les confrères qui sont là, je n'ai pas à leur expliquer que l'épaule est une articulation où l'équilibre des groupes musculaires, entre autres rotateurs internes, rotateurs externes, est capital. Et donc c'est très très lié au côté tonicité et posture. Et du coup, fait partie des choses à surtout pas rater dans la prise en charge d'un archer, c'est clair. Alors, donc du coup, je vais pouvoir redonner la parole. Mais oui, c'est très intéressant cette spécificité du tir à l'arc. Alors voilà, je te redonne la parole. Normalement, Monsieur Collet. Je me demande si ça serait pas une Delphine Collet. J'ai un affreux doute, mais si c'est peut-être elle. Si c'est Alors, ça, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, oui. Vas-y. Ah, excusez-moi, je pensais pas que j'avais mon micro à l'instant. Je suis en train de conduire, je demandais à ma femme d'écrire sur le téléphone ma question. Merci d'abord pour cette super interview, c'est vachement intéressant. Avec plaisir. Je ne connais pas la posturologie. Personnellement, je suis ostéo. J'ai fait des formations complémentaires sur tout ce qui est contrôle moteur, kinétique contrôle et performance matrix. Oui.
Et ça me semble vachement intéressant, peut-être pour un travail en complément, justement. Et je me disais que est-ce que tu aurais des conseils sur peut-être des ouvrages ou quelque chose pour commencer en posturologie? Quelque chose, un ouvrage que Ouais. tu recommanderais en particulier? Bonne question. Honnêtement, je ne recommanderais pas d'ouvrage pour 2 raisons précises. C'est que la posturologie, c'est quelque chose, c'est de la clinique, donc c'est de la pratique et c'est aussi voir les tests, voir comment ils sont réalisés, voir l'enchaînement de tests, les batteries tests et autres. Et je pense que on n'a pas ça dans les ouvrages. Maintenant, le deuxième point pour moi, c'est que malheureusement, il y a des ouvrages qui se contredisent, où tout le monde n'est pas d'accord. Il y a plusieurs auteurs aujourd'hui et des auteurs qui souvent oublient un petit peu les premiers travaux. Moi, en tout cas, j'ai été formé par, on va dire, par un des pères fondateurs qui aujourd'hui propose toujours des postgradués. Je vais pas lui faire de la pub, mais si, tant pis. En tout cas, qui réalise toujours des postgradués sur ça, et je conseillerais vraiment, en fait, de faire ça, parce que il faut sortir avec très vite une pratique et de la clinique. Sinon, on n'en fait pas. Et si on n'en fait pas régulièrement, on n'a pas les cheminements et on n'a pas les tests avant-après ou avec ou sans et autres. Pour avoir pas mal de bouquins, j'ai une bibliothèque assez fournie. Je vois des livres et à chaque fois je me dis oui, mais si j'avais que le livre, je saurais honnêtement pas trop quoi en faire. Et si vous prenez différents auteurs avec des fois, mais ils sont pas tous d'accord. Bah oui, ils sont pas tous d'accord. Du coup, ça peut poser problème. Voilà. Donc, par exemple, chez l'école API chez Villeneuve, il y a beaucoup de bouquins. Pour moi, j'en ai au moins 3 ou 4. C'est souvent plus de la recherche, donc pas très clinique, pas très pratique. Il y a un livre qui est pas mal, je trouve, du docteur Vallier, qui doit être à Ostéobio, si mes souvenirs sont bons, qui est un bouquin qui est pas mal, mais pour moi, il y a des choses qui sont pas tout à fait justes dedans, mais qui peut être pas mal. Je mettrais, s'il y en a un, je devais acheter aujourd'hui, je mettrais d'abord celui-là, parce que quand même, en plus, il y a des photos, il y a des tests, il y a des descriptions qui sont assez carrées, mais il en manque. Donc, mon meilleur conseil, ça serait quand même de faire aujourd'hui d'abord un post-gradué sur 3 jours, voilà, pour déjà avoir une pratique et un aspect vraiment, encore une fois, clinique. Voilà. Je parle bien de posturologie clinique, je ne parle pas de posturologie avec analyse de stabilométrie sur plateforme de force ou autre, qui est quand même quelque chose de différent et qui est pas si pratique que ça à utiliser en cabinet quand même. Tu parles du traité de posturologie clinique de Gérard Vallier? Oui, Docteur voilà, Vallier. tout à fait. Okay. Je mettrai le lien sur Facebook pour tout le monde. Ouais, ouais. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est aussi un des ouvrages les plus récents, mais je pense que c'est celui qui est plutôt le mieux fait, avec encore une fois quelque chose d'utilisable en cabinet. Hein. Sinon, pas d'intérêt. Il y a d'autres références. Vous prenez le docteur Bricot et l'école de Monsieur Clausade avec l'orthoposturodontie et tout le côté occlusal et dentaire et postural. Et donc, Bricot fait partie un peu de cette école là dans le sud de la France, vers Perpignan. Les livres de Clausade, c'est très scientifique, c'est très carré et c'est pour moi trop systématique. C'est le patient qui a ça, aura ça, aura ça, aura ça, aura ça, donc a ça. Et on a envie de dire, mais du coup qu'est-ce qu'on fait en cabinet? Et pour moi, c'est pas voilà, pas utilisable facilement. Ok. Et en formation, donc tu conseilles la formation de posturo de Guillaume, de Patrick Guillaume. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres formations que tu conseillerais? Il y en avait une qui se faisait, qui était à Rennes, à l'IO Rennes, Institut ostéopathique de Rennes, qui était très très bien menée. Je sais que d'ailleurs Patrick Guillaume
y allait, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait des orthoptistes, il y avait, je dirais, des gens. L'idéal, c'est d'avoir quelque part un moment quelqu'un qui est au cluso, quelqu'un qui est pédicure podologue, en tout cas qui fait des semelles posturales, quelqu'un qui, voilà, l'idéal, c'est quand même ça. Mais je ne suis pas certain que cette formation soit maintenue. Mais il faudrait quand même regarder et se renseigner auprès de l'IOREN, voilà, voir si ça existe. Après, alors au sein de l'ISOP, nous on a créé là depuis 1 an un diplôme universitaire d'ostéopathie du sport qu'on a vraiment axé justement sur ostéopathie du sport, performance et justement comme on a une histoire par rapport à la posturo, on a essayé d'exploiter ça au maximum. Avec vraiment la prise en charge du sportif avant, pendant, après. On a axé sur cette articulation-là, quelque part. Et donc, je pense que ça peut être. Mais là, on est sur une formation longue d'1 année avec un mémoire, avec beaucoup d'heures, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus dense qu'un juste un postgrad. Ok. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je pense que oui. Formation à conseiller de Caroline, on a répondu. Qui demandait aussi pour les ouvrages en posturaux, donc tout ça c'est bon. Je vais mettre sur Facebook l'application que tu as citée tout à l'heure et le livre avec les Qui s'appelle, références je suis en train de la rechercher, je vais vous dire tout de suite, et la dire tout formation. de suite le nom. Elle s'appelle ACPP Core 2. Voilà, ACPP Core 2, et ça c'est assez pratique. Voilà, faut avoir envie de s'amuser un petit peu avec son smartphone, mais ça prend une photo d'un patient, il y a un quadrillage immédiat dessus, donc si vous posez votre téléphone sur quelque chose de bien stable, pour avoir évidemment une photo qui est bien verticale, parce que si vous prenez la photo comme ça ou comme ça va pas aller. Mais c'est assez pratique, et c'est quelque chose qu'on peut avoir, pourquoi pas importer dans ses dossiers patients. Mais c'est pas obligatoire, c'est un outil. Par contre, bon, moi en tout cas aujourd'hui, je sais que je me suis fabriqué une plateforme de positionnement parce que je veux toujours mettre les patients dans les mêmes conditions d'examen debout, aussi bien avant, après traitement et puis voilà, j'utilise pas le fil à plomb parce que j'ai pas envie de faire des trous dans mon plafond, et parce qu'un fil à plomb ça bouge, et que aujourd'hui un niveau laser de chantier, c'est facile, c'est rapide et c'est projeté sur le patient, il n'y a pas d'erreur de parallaxe en plus. Et on peut prendre des photos, ce qui est génial. Avec un fil à plomb, pour prendre une photo, il faut vraiment. Il y a un effet de parallaxe si vous décalez l'appareil photo. Si moi j'étais le patient, voilà, je vais le faire. Voilà, ça c'est le fil à plomb. Si mon appareil photo il est légèrement décalé, j'ai des erreurs qui s'appellent de parallaxe, que je n'ai pas si le laser, en tout cas, est projeté sur quelqu'un. Voilà, le fait de dessiner sur quelqu'un. Alors évidemment, c'est pas de face, vous mettez jamais un laser dans les yeux d'un patient, mais ça marche très bien de profil, ça marche très bien de dos. C'est un outil, je trouve. Moi les patients ils disent non, vous utilisez des lasers, hein, ça a un côté. Et oui, c'est pas non plus Star Wars. Hein. Il risque pas de se faire découper en deux. Voilà, bon, j'ai déjà tout mis dans l'événement Facebook. Vous trouvez tout dans l'événement Facebook. Voilà. Super. Donc, dans Facebook, il faut aller dans l'historique des événements, regarder les événements qui sont passés pour retrouver maintenant celui de Laurent Paillet. Et donc, dans les commentaires, je vous ai mis tout ce qu'on vient d'évoquer. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Les gens te remercient par message, là aussi, pour l'échange. Voilà. Merci au présent, merci pour cet échange. Merci, Laurent. C'est toujours intéressant. Et Bon. puis, j'espère qu'on se croisera dans la vraie vie. Ouais, carrément. Surtout que, comme je te disais, moi aussi, je suis quelques archers qui font pas autant que toi, mais qui sont à notre niveau régional, qui sont déjà très, 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 très bons. Donc, pourquoi pas. C'est de toute façon, pour moi, c'est un sport intéressant. Et puis, alors, j'ai même pas parlé de tout le côté proprioceptif et information, hein, ce qui est vraiment important. Parce que l'archer, il a besoin de ressentir les choses. Donc, quand on le traite, qu'on le rééquilibre et qu'on lui redonne la liberté et qu'on lui redonne le ressenti et qu'on lui permet
de retrouver ses marques. Moi, souvent, ils me demandent est-ce que je peux reprendre le tir quand? Des fois, ils me demandent pour des archers de haut niveau, ils s'entraînent tous les jours. Ils disent, est-ce que je peux tirer demain? Et je leur dis des fois, une petite séance pour garder le contact. Et Ouais. ils savent que c'est pas une grosse séance d'entraînement, c'est juste pour redonner un peu d'information et dire, mais en fait, ça y est, les bonnes infos reviennent, je reviens dans mon geste, dans ce que j'ai l'habitude de faire, et du coup, je vais redevenir performant. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de Dès super le lendemain. intéressant sur ça. Tu penses pas que parfois ça peut être dès le lendemain, ça peut être trop tôt et qu'au contraire, ils peuvent remettre les informations avant traitement en place, comme une mémoire un peu. Alors, moi, j'essaye en tout cas, enfin, quand je traite, je fais pas aussi des techniques type TOG pour redonner de l'info au niveau proprioceptif sur les articulations, enfin sur les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, mais pas que. J'aime bien ça. Et je dirais que je suis parfois confronté à la réalité du calendrier. C'est-à-dire que Ah oui. si un archer me dit, moi, de toute façon, Ouais. par exemple, quand je vais sur un stage à l'INSEP et qu'ils sont en stage d'entraînement tout un week-end, je peux pas dire au coach, là, ils s'entraînent pas, hein. C'est pas possible, hein. Donc, il faut faire en sorte alors je peux dire, bon, Adapté, quoi. on va minimiser un petit peu, on va faire un peu moins, on va essayer. Je peux essayer de négocier avec l'entraîneur, en tout cas, si c'est nécessaire. Mais j'ai une anecdote qui est très simple, hein. Une année, on était sur un championnat d'Europe de tir en salle. On devait être en Pologne. On était dans un hôtel qui était assez catastrophique, avec des lits, j'en parle pas, et des oreillers, j'en parle même pas. Et on a un archer qui, dès la première nuit, s'est réveillé avec un torticolis assez aigu, avec des douleurs assez importantes, avec une pseudo-NCB et un aspect inflammatoire. Et je l'ai vu dès le lendemain, c'est-à-dire que le matin, on ne s'est pas vu, au petit déjeuner, on s'est vu le midi au déjeuner, je l'ai vu arriver, et quand il m'a parlé, qu'il se tournait monobloc et que la tête ne bougeait pas, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, Dom, voilà, on va le surnommer Dom, j'ai dit, Dom, toi, tu as un problème. Il me dit, écoute, c'est l'horreur. Et c'était le premier jour de la compétition, on devait être à l'entraînement officiel, la compétition n'est même pas commencée. Il a souffert toute la semaine. J'ai aussi intérieurement souffert toute la semaine. C'est-à-dire que j'ai eu beau faire tout ce que je pouvais, je l'ai soulagé, mais la douleur était toujours là. On est en pleine compétition, on n'a pas droit, on a une liste de produits dopants et interdits à respecter, évidemment. Donc on ne peut pas donner tout ce qu'on veut à l'athlète. Et je ne peux pas lui dire tu vas pas tirer. C'est pas possible. C'est pas possible. On parle d'un championnat d'Europe. Et je me souviens, on est derrière lui. Donc le tir de qualification commence. C'est vraiment le début de la compétition. Et l'entraîneur est derrière. Je suis derrière. Je suis d'ailleurs à côté de l'entraîneur. Et l'entraîneur qui a du flair, il a senti. Il m'a dit t'es pas bien là. Hein, t'es pas tranquille. Hein. Non, j'étais pas bien et pas tranquille parce que je savais qu'il souffrait. Et je savais que j'avais fait ce que je pouvais, mais malheureusement, le résultat n'était pas forcément là et pas immédiat, et qu'il aurait fallu lui laisser un temps de repos et Ouais. lui coller des anti-inflammatoires parce qu'il y avait une NCB, il y avait des signes inflammatoires, donc il aurait fallu une aide. Mais bon, si on avait droit à l'ibuprofène, voilà. Donc, et ça donnait pas grand-chose comme résultat, malheureusement. Et donc, il commence sa compétition. Alors, il change, il a deux arcs, il a un arc de secours, et il prend l'arc de secours qui est un peu différent, qui est un petit peu moins dur physiquement. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui avait énormément de bouteilles, hein, qui a été en équipe de France pendant très longtemps, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui est toujours respecté pour son parcours en international. Et donc il attaque, et pour faire simple, le score maximal d'une volée au tir à l'arc, on tire 3 flèches, c'était en salle, c'est 30. Hein, on fait 10-10-10, donc ça fait 30. Donc il attaque, il fait 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Donc en fait, il est au score parfait pendant tout. Et on se regardait avec l'entraîneur en disant mais il souffre là. Là, il est en souffrance là. Et il est au score parfait. Ouais. Et il termine avec un. Et personne n'a rien vu sur son visage. Aucun archer d'aucune autre nation s'est rendu compte. Les Français savaient,
pour la plupart, pas tous, mais il savait qu'il était en souffrance. Et il nous fait ça. Et il est arrivé, donc là, c'est la dure réalité du terrain. C'est un moment de se dire, bah oui, mais c'est pas possible autrement. Je peux pas lui dire, tu vas t'arrêter. Donc on a bidouillé des oreillers, on a fait ce qu'on pouvait, on l'a fait dormir par terre. Je vous dis pas la semaine, le pauvre. Et il a fini par une magnifique petite finale où il gagne une place de 3e et une médaille de bronze. Et j'étais encore peut-être une demi-heure avant la petite finale à m'occuper de lui sur une chaise parce qu'on était sur le terrain, il n'y avait pas de tapin du tout. Dire écoute, on va faire un petit articulatoire tranquille, on va libérer une charnière cervico-dorsale, on va faire des choses soft, et puis on va réinformer justement, on va essayer Et il y est allé, et je pense que ça a été, pour moi, c'est un de mes souvenirs les plus forts, parce que c'est un souvenir voilà, un peu de frustration quelque part, de souffrance pour lui, mais aussi pour moi, mais moi c'est secondaire, Avec un résultat. mais d'un résultat, et on voit voilà, on est face à en tout cas des vrais archers, enfin là en tout cas de haut niveau, qui vont pas se dire mais aïe aïe aïe, je souffre, ah, j'ai mal. Non, c'est de toute façon, j'ai bossé pendant 1 an pour cette échéance. En plus, je me suis qualifié, j'ai été sélectionné, j'y suis. C'est pas pour terminer sur le tapis à côté du podium. Et voilà. Donc ça, c'est un fabuleux souvenir de terrain, et quand on vit des choses comme ça, voilà, Ouais. ça laisse des choses là-dedans, et puis là-dedans aussi, Ouais. parce que voilà, pour moi, c'est une chance en tout cas. Super. Voilà. Bon, ben, là, on finit bien là. C'est bien. Bon, ben, merci encore, Laurent, pour tout ça. Avec plaisir. Bonne journée à tous, à toutes. Bonne journée à tout le monde. Et donc, ce sera Et, disponible sur la YouTube, sur la chaîne bientôt, la vidéo. ben parfait. Voilà. Je Au vous revoir. souhaite à tous une bonne journée. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir.